Bonsoir, du coup je me présente, Zoé Bello. On m'entend bien dans le micro, ça va? Ouais. Zoé Bello, je suis product owner chez Cozy Cloud. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler un petit peu de comment j'ai vécu la transition de développeuse, puisque je suis arrivée chez Cozy Cloud en tant que développeuse, à product owner. Un petit peu comment ça s'est passé, quelles étapes, quelles erreurs j'ai fait, par quoi je suis passée, et comment on a modifié ça pour essayer de s'améliorer. Donc, ça ne marche pas. Ah, c'est bon, excusez-moi. Rapidement, je vais vous faire un petit tour de qu'est-ce qu'est Cozy Cloud, quel est le projet sur lequel je travaille, pour vous donner un petit peu de contexte. Très rapidement, mon parcours. Et ensuite, donc justement, de comment ça s'est déroulé pour moi, un petit historique de passer de développeuse à product owner. Et ensuite, très rapidement, on a une autre particularité chez Cozy Cloud, et donc je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes d'entre vous. Donc très rapidement, on est à 80% en télétravail. Donc je me suis dit potentiellement, comme ça fait 6 ans maintenant que je travaille en télétravail, il y a peut-être un retour, ça pourrait vous intéresser. Tout d'abord, du coup, Cozy Cloud, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre projet? Donc, du coup, on propose un domicile numérique. Donc, c'est de l'open source. Le principe, c'est de permettre aux utilisateurs de pouvoir récupérer l'ensemble de leurs données qu'ils peuvent avoir chez différents fournisseurs. Donc, ça va de mes factures, de mon fournisseur de télécom, d'électricité et autres, à mes comptes bancaires, à mes contacts chez un Google, à mes photos chez Facebook, etc. etc. C'est vraiment l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs de se réapproprier l'ensemble de leurs données et de les récupérer chez eux dans leur propre domicile numérique. À partir de là, on va pouvoir leur permettre d'y accéder de partout. Donc, on va les synchroniser, donc soit via des applications mobiles ou alors via des applications desktop, donc à la Dropbox, avec une synchronisation des fichiers en local pour pouvoir travailler dessus de n'importe où. Et une fois qu'on a rassemblé toutes ces données chez l'utilisateur et qu'on a désiloté finalement ces différentes données, ça va nous permettre de pouvoir lui proposer des services qui sont transverses sur ces données. Donc du coup, ça peut aller d'un drive à un agrégateur bancaire, excusez-moi, à une application de photos, de contacts, etc. Et surtout, on va pouvoir lui proposer des services qui sont plus innovants puisqu'on a accès à l'ensemble de ces données. Par exemple, on va pouvoir, depuis une ligne bancaire, pouvoir lui proposer directement un lien vers sa facture puisqu'on y a accès. Pour des démarches, si par exemple je veux changer d'adresse postale, en un clic, je peux aller changer sur l'ensemble de mes fournisseurs puisque j'y ai déjà accès. Ou si j'ai une démarche administrative, je vais déjà avoir ma dernière facture d'électricité, ma pièce d'identité, etc., etc. Donc ça permet d'avoir des services très transverses sur mes différentes données. Donc voilà ce qu'on fait chez Cozy Cloud. Très rapidement, mon parcours, ça va vite puisque j'étais donc à l'ENSIMAG, je suis de la promo 2013 et je suis arrivée directement au stage de fin d'études chez Cozy Cloud. Donc j'y suis depuis février 2013. Au début en tant que développeuse, enfin d'abord en stage, puis développeuse. Et ensuite, donc, c'est ce dont on va parler tout de suite, j'ai basculé de développeuse à product owner. Vous allez voir, ça s'est fait assez doucement. Donc du coup, comment ça s'est déroulé pour moi? Comment je suis passée de dev à PO? Alors pour ça, il va falloir remonter donc, en 2014. Donc 2013, j'arrive, pour le coup, je fais que du développement. Et donc on arrive en 2014. À ce moment-là, on est une petite équipe. J'arrive chez Cozy, ça vient de démarrer. Ça a démarré l'entreprise en 2012-2013. Donc on est à ce moment-là, on doit être 6, quelque chose comme ça, essentiellement des stagiaires ou des gens qui viennent de finir les études. Donc on est vraiment une toute petite équipe. On va avoir, donc du coup, moi, je vais dans un premier temps donc, être 100% développeuse. Et parce que il n'y a personne qui est product owner chez Cozy. Puis c'est un sujet qui m'intéresse. Et les cofondateurs, au fur et à mesure, ils vont avoir moins de temps parce qu'il faut aller chercher des clients, il faut aller chercher des investisseurs, etc. Du coup, je vais m'intéresser à ces sujets-là. Et donc, petit à petit, je vais les prendre. Donc, au début, je vais être peut-être à 90% développeuse et 10% product owner. Sans mettre d'ailleurs le mot product owner à ce moment-là. Je travaille sur des sujets produits, mais sans avoir forcément exactement quel est mon rôle. Juste, ça me plaît, donc je prends. Et puis au fur et à mesure, en fait, ça va prendre de plus en plus de temps dans mon temps, et donc jusqu'à finir finalement PO à plein temps. À ce moment-là, la façon dont on fonctionne, donc on est une petite équipe, on n'est que des techniques, c'est 100% des gens tech. On a pas mal d'applications, puisque donc, le principe, c'est de proposer des services transverses. Donc, on va avoir une application de photos, une application de calendrier, de contacts, de mails, de fichiers. On a presque autant d'applications de personnes qui développent à ce moment-là.
Donc du coup, la façon dont on va gérer ça, c'est on va se faire un backlog par application. Et une fois tous les 15 jours, donc par sprint, je vais voir avec mes cofondateurs on met les efforts sur quelle application. Donc l'idée, c'est de dire, là, pendant ce sprint-là, il va y avoir 2 développeurs sur l'application de photo, puis un développeur sur l'application de contact. Et à partir de là, je récupère les différents backlogs par application. Alors, on a pas mal de problèmes à ce moment-là. Ça se passe quelques soucis. Déjà, j'ai pas mal de difficultés à remplir les 2 rôles, à la fois développeur et product owner, pour des raisons de temps, parce que les 2, ça prend du temps. Puis plus l'équipe grandit, plus le rôle de product owner prend du temps, et donc du coup, moins j'en ai. Et surtout parce que ça me demande une temporalité un petit peu différente. Quand je suis sur mes parties de développement, il faut que je sois très focalisée sur le développement, le court terme, prendre des raccourcis, etc. Et à l'inverse, quand je suis sur ma casquette product owner, je me retrouve à travailler plutôt sur la créativité, faire de la veille, aller voir les utilisateurs, etc. Et donc finalement, j'ai du mal à gérer bien les deux. Ce que je fais mal également, c'est le maintien du backlog, pour 2 raisons. Premièrement, parce que du coup, on se retrouve avec beaucoup de backlog, puisqu'il y en a un par application, et que des fois, on ne va pas toucher à une application pendant X temps. Et donc, quand on revient dedans, le backlog, faut le remettre à jour, il est plus propre, il n'est pas bien maintenu. Et puis aussi parce que je manque de méthodo à ce moment-là pour pouvoir proprement tenir un backlog. Et pour finir, dernière erreur, à ce moment-là, on a très peu d'interactions utilisateurs parce que les cofondateurs ont une bonne vision du produit et donc du coup, on ne se pose pas trop de questions. Et donc du coup, on va peu voir les utilisateurs, on a peu de retours, on prend peu de temps pour récupérer des feedbacks, pour faire des interviews, etc. Et donc du coup, on priorise assez mal. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que courant 2016, exactement en été 2016, l'équipe a pas mal grandi et pour des raisons de scalabilité, on va devoir reprendre le projet. En gros, on a pu démontrer la vision produit, on a de l'appétence, on a une communauté qui s'est développée vu que c'est open source, mais notre produit n'est pas scalable, parce qu'il n'y a pas de mise à l'échelle possible, donc du coup, on va devoir reprendre. Donc on profite un petit peu de ça pour se dire, on va réorganiser l'entreprise, réorganiser et voir un petit peu ce qu'on peut faire de mieux. Donc à ce moment-là, on décide de partir sur du Scrum. Donc on est 2 PO à ce moment-là. Donc c'est nous 2 qui gérons comment on va réorganiser, quelle équipe, etc. Et donc du coup, moi je me retrouve 100% product owner à ce moment-là. J'arrête d'être développeuse. Une difficulté en moins, c'est un problème de moins. Et donc du coup, on va partir non pas par un backlog par application, qui n'était pas du tout gérable, mais un truc beaucoup plus classique, un backlog par équipe. Donc on est 2 PO. On va avoir, alors il y a plusieurs équipes par PO pour être très exact, mais bon. Chaque équipe a son propre scope, son PO, son backlog, et donc du coup c'est beaucoup plus simple. Et donc du coup ça permet de mieux maintenir le backlog. Et en parallèle, du coup on va commencer à mettre en place des interviews utilisateurs pour pouvoir avoir des retours, avoir des feedbacks et autres. Et on va mettre en place ce qu'on appelle chez nous des comités produits, où l'idée c'est de pouvoir justement interagir avec les cofondateurs, pouvoir amener du coup une vision avec des chiffres, etc. Et donc du coup pouvoir prendre en bonne intelligence les différentes priorisations. Donc là, on arrive donc en 2016-2018. Donc on a une belle équipe. Moi, je suis product owner et donc assez classiquement, on a un backlog par équipe. Donc jusque-là, tout va bien. Alors ça va se corser un petit peu. Il se trouve que théoriquement, je suis effectivement juste product owner. Mais comme par historique et parce que, en partie, j'ai géré la partie réorganisation de l'entreprise, je me retrouve, non pas officiellement, mais finalement en pratique, un petit peu Scrum Master. Donc finalement, j'ai le rôle de Scrum Master et de PO. Également, on a un problème, ou en tout cas, on manque de focus au niveau produit. Parce que comme notre projet, il y a beaucoup d'applications et on peut faire énormément de choses avec la plateforme, Cozy Cloud. Du coup, on se retrouve où finalement, chaque PO va gérer son propre scope et le scope peut être beaucoup parce que typiquement, un scope, moi, je gérais 6 ou 7 applications. Donc ça va être très large et du coup, on se retrouve à avancer plein de petites choses mais sans jamais aller jusqu'au bout sur certains sujets. Et pour finir, un biais que j'ai, et je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que j'ai tendance à, quand je vais être sur la partie créativité, enfin vraiment sur la recherche avec les designers, le travail avec les designers et autres, je vais avoir tendance à tout de suite penser faisabilité, vouloir découper en petites étapes
et rapidement être sûr que ça peut marcher techniquement et on va pouvoir y arriver, au lieu de penser cible, de penser besoin, et du coup de laisser la partie au moment de la création, de pouvoir se laisser un peu plus de liberté, quitte à revenir en arrière après. Donc du coup, cette fois-ci, on arrive en 2019, cet été pour être précis, changement de contexte. Donc en 2016, l'équipe avait pas mal grandi. Là, en 2019, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de plus en plus de parties prenantes. Jusque-là, on était avec les utilisateurs, des retours utilisateurs, etc. Mais maintenant, on va se retrouver avec des projets, avec donc d'autres parties prenantes, avec des écoles, des grands comptes, avec des projets où il y a des deadlines, il y a des scopes, on est engagé. Donc du coup, on ne peut plus gérer notre roadmap qu'en interne avec juste nos utilisateurs. On se retrouve avec d'autres problématiques qu'il va falloir gérer. Donc du coup, même principe que la dernière fois, on arrête les doubles rôles, donc plus de Scrum Master, uniquement du PO. Donc l'idée, c'est qu'on a remis le Scrum Master vraiment sur la partie, sur les développeurs exactement. Et donc du coup, une vraie focalisation de produit. Au niveau du backlog, ce qui va se passer, c'est comme on manquait de focus produit et qu'on a des deadlines des fois assez importantes, on a décidé de faire un backlog pour l'entreprise. Pour l'ensemble de l'entreprise, on a un backlog qui est partagé et on fonctionne sous forme plus de Kanban, où on va avoir des limites sur le nombre de cartes et de tâches qu'on va faire en parallèle, ce qui nous permet du coup de forcément travailler sur un sujet, tant qu'il n'est pas fini, on n'a pas le droit d'en attaquer un second, ce qui nous permet de rester un petit peu plus focalisé sur vraiment la priorité numéro 1. Et pour la partie faisabilité, bon bah là, j'ai pas de solution magique. Simplement, du coup, quand je travaille avec mon designer maintenant, il me crie si j'essaye de lui faire prendre des raccourcis rapidement. Et du coup, je fais attention à bien travailler sur les cibles et je délègue la partie faisabilité sur mes équipes de développement. Et je ne le fais pas en amont. Et du coup, je travaille avec eux beaucoup plus en amont que je pouvais le faire précédemment. Donc voilà un peu sur comment moi ça s'est passé ma transition. Donc là, ce dernier changement date de cet été, donc je ne peux pas encore vous faire de retour dessus. Il faudrait que je vienne dans quelques mois ou un an pour vous dire ce qui finalement n'a pas été ce qu'on a changé. Mais bon, pour l'instant, on parle là-dessus. Donc comme je vous disais très rapidement, je voulais faire un tout petit point sur le télétravail, simplement parce que comme on est donc à 80% télétravail, je me suis dit que ça pourrait intéresser des gens parmi vous. Du coup, je voulais juste rapidement, moi, mon retour d'expérience là-dessus. Le gros point positif que, en tout cas chez moi, alors j'ai zappé les parties, il n'y a pas de transport, etc., c'est évident. Mais le gros point positif, c'est la facilité de se concentrer. Je sais que c'est un truc que j'apprécie beaucoup et j'ai un peu de mal quand je viens dans les bureaux à Paris parce qu'il y a beaucoup de bruit et que les gens m'interrompent. Mais quand on est chez soi, si on veut travailler sur un projet pendant quelques heures, on peut déconnecter. Je préviens les collègues évidemment, mais du coup ça permet de rester une après-midi complète sur un sujet très concentré et souvent on avance pas mal là-dessus. Donc ça c'est quand même un côté pas mal pratique. En revanche, forcément il y a des inconvénients. Le premier pour moi c'est il n'y a pas de pause café avec les collègues. Donc du coup, faut les recréer parce que c'est important d'avoir des relations avec les collègues. Ce qu'on fait chez Cozy, il y a plusieurs choses. On a instauré des apéros Zoom. Donc Zoom, c'est l'équivalent de Skype qu'on utilise chez nous. Donc du coup, de temps en temps, le jeudi soir, on se fait chacun une bière devant l'ordinateur. La première fois, ça fait bizarre, mais on s'y habitue. Et on fait des Pictionary en version Skype. Et finalement, ça se passe bien, qu'on arrive à pallier comme ça. Et la deuxième chose qui est très importante, on fait des points très réguliers, pour le coup, où toute l'équipe se rejoint sur Paris. Et c'est des moments où on va plutôt faire des ateliers. La plupart des gens essayent vraiment de rester la soirée pour avoir une soirée où il y a tout le monde. Et on essaye de faire ça tous les un mois et demi, suivant les emplois du temps de tout le monde. Mais c'est des moments qui sont vraiment importants, où ça permet de se recentrer un petit peu sur l'équipe. Et le dernier point, pour moi, où ça peut poser des problèmes quand on est comme ça pas mal en télétravail, c'est la partie communication, parce qu'on communique énormément à l'écrit, beaucoup. Et il y a quelques fois où ça peut créer des incompréhensions, ça peut être un petit peu plus compliqué que quand on fait une communication à l'oral. Donc du coup, nous, on a instauré quelques règles à respecter, et surtout, dès que il peut y avoir une mauvaise compréhension ou autre, on prend vraiment maintenant le réflexe directement de faire du Zoom, du Skype, pour vraiment repasser sur de l'oral, qui souvent se simplifie. En revanche, par contre, ça a quelques avantages, qui est que du coup, ça laisse des traces, et donc du coup, régulièrement,
Si je me rappelle que quelqu'un m'a parlé de je sais plus trop quoi, j'arrive à le récupérer. Donc, il y a quand même quelques avantages. Et du coup, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous êtes combien à peu près? Parce que du coup, faire des réunions avec toute l'équipe en Skype, ça me semble... Alors du coup, la question c'est on est combien à peu près ? Là, on est un peu plus de 20 à peu près. Et donc les réunions, on ne fait pas des réunions toute l'équipe ensemble. Ce qui se passe, c'est qu'on a un backlog partagé, mais on va avoir chaque épique, donc c'est vraiment des grosses tâches, va avoir une équipe qui est temporaire. Et à ce moment-là, cette équipe-là va faire ses délits dans son coin. Après, sur les petits sujets, on va avoir un autre délit, mais les équipes n'arrêtent pas de changer. Et le backlog, en gros, on a vraiment un backlog où c'est vraiment que des épiques qui est 100% partagé. Et en revanche, ce qu'on fait tous ensemble, c'est les démos. Ça, une fois à la fin du sprint, il y a vraiment toute l'équipe où on se retrouve ensemble, on fait un point pour voir un petit peu où on en est, ce qui s'est passé, etc. Mais on n'est pas tous les jours ensemble, ça ferait un peu de monde. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible de devenir product owner sans avoir des compétences fortes en code, en développement ou pas ? Alors la question c'est, est-ce que je pense qu'on peut devenir product owner sans compétences techniques, de code ou autre ? Ouais. Oui, c'est évident. On est maintenant 2 product owners là en ce moment chez Cozy. Moi j'ai un historique de développeuse. En revanche, mon collègue, pas du tout. Il a fait une école de com et il s'en sort très bien. Il n'y a aucun problème. J'ai l'impression que j'apporte d'autres choses que lui peut apporter et inversement. J'ai des biais que lui n'a pas. Donc du coup, pour moi, il n'y a aucun... Ça a des avantages et des inconvénients d'avoir un côté tech. Donc il n'y a aucun problème d'être product owner sans arrière, sans back-end technique ni quoi que ce soit. Comment est-ce que vous avez implémenté Scrum en interne? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient la méthode? Est-ce que vous êtes fait aider? Alors la question c'est comment on a implémenté Scrum en interne. Est-ce qu'il y avait des gens en interne qui connaissaient déjà la méthode ou est-ce qu'on s'est fait aider? Il y avait quelques personnes qui avaient déjà travaillé en Scrum, mais pas au point d'arriver à le mettre en place vraiment dans l'entreprise. Et donc du coup, on s'est fait aider. On avait la chance à l'époque d'être dans un bureau où il y avait plein de startups. Et à côté de nous, il y avait une entreprise où le product owner a pu nous aider. Qui lui, pour le coup, avait déjà mis en place Scrum dans d'autres entreprises. Et surtout, on a pris pas mal de temps. On a mis 2 mois et demi, 3 mois à faire le changement, où on a été voir vraiment toutes les personnes pour savoir ce qu'ils attendaient, pour proposer les différentes solutions. Après, on a remodifié, été voir. Ce qui fait qu'il y a eu quand même pratiquement 3 mois entre le moment où on a décidé de changer d'organisation et le moment où vraiment on est parti sur cette nouvelle organisation. Donc ça s'est fait assez simplement au final. Sur Kanban par rapport à Scrum. Tu dis que vous avez fait ce passage parce que vous aviez justement des deadlines fortes avec certains clients. Ça ne paraît pas naturel justement de passer sur du Kanban alors qu'on a des deadlines fortes et qu'on a plus besoin de mettre des dates, des sprints, des dates de livraison, etc. Ouais, pardon. La question c'était, j'ai dit qu'on était passé sur Kanban et entre autres parce qu'on avait des parties prenantes et donc des deadlines fortes, ce qui n'est pas forcément naturel puisqu'en Scrum il y a des, je perds mes mots, bon c'est pas grave, des estimations et l'équipe s'engage, voilà, des engagements, ce qu'on n'a pas en Kanban. Alors c'est vrai, mais ce qui nous a pas mal aidé en Kanban, ou en tout cas ce qu'on apprécie pas mal, c'est le fait, avant on avait vraiment, chaque product owner avait son backlog, ses équipes, et le vrai souci c'est que on passait sur plein de sujets, etc. Mais en plus, on se retrouvait où il y a quelques moments où on va devoir être très très focalisé sur une seule app, sur un seul truc, et Kanban nous permet, ce qu'on utilise beaucoup, c'est beaucoup plus les limites, le fait d'avoir le droit à uniquement une tâche, voire 2, à un seul moment, ce qui nous permet de se forcer à ce que tant que
on n'a pas fini un premier sujet, les autres développeurs ne vont pas en réentamer un autre, ce qu'on faisait beaucoup finalement quand on était en Scrum. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on s'éparpillait pas mal. Donc Kanban nous a plutôt permis de rester très focalisés sur les sujets et de se retrouver avec des équipes où ils vont être rapidement pas mal sur une seule tâche, alors qu'avant, c'était finalement, il y avait une personne ou deux sur chaque tâche. Donc on démarrait tout et on finissait pas grand-chose. Et aussi, quand on était en Scrum, on avait un peu les inconvénients sans les avantages, parce qu'il y a de l'engagement normalement, mais on se retrouvait finalement à jamais arriver à l'engagement. Et donc du coup, on fêtait peu finalement la fin des sprints, parce qu'on arrivait souvent où on n'arrivait pas à les finir. Et donc du coup, on se retrouvait avec tous les inconvénients sans les avantages. Donc du coup, c'était pas forcément idéal pour nous.